Salut à tous, c'est Monsieur Bidouille pour la fabrique d'objets libres. Alors aujourd'hui un petit tuto rapide, je vais pas tout vous expliquer, mais je vais vous expliquer un peu comment configurer votre pièce chez vous, comment vérifier si la pièce peut s'imprimer à l'imprimante, le temps que ça prendra et comment optimiser un minimum l'impression pour vraiment estimer correctement le temps et ensuite venir avec un fichier qui peut passer à l'imprimante à la fabrique d'objets libres. Donc pour ça, il faut que vous installez Cura. Donc Cura, vous le trouvez sur le wiki de la fabrique. Il y a le lien. Dans les commentaires de cette vidéo, il y a la description de cette vidéo plutôt, il y a le lien. Donc c'est un logiciel qui est open source qu'on trouve sur le site d'Ultimaker. Et vu que nous on utilise des Ultimaker à la fabrique d'objets libres, vous pouvez l'utiliser, vous pouvez le télécharger, l'installer, c'est gratuit, il n'y a aucun problème. Donc, normalement, quand vous avez installé Cura, vous tombez sur ce panneau de réglage. Donc là, vous faites Next. Ici, vous avez Select Your Machine. Donc, nous, à la fabrique d'objets libres, on a l'Ultimaker 2, l'Ultimaker original. Donc là, on va essayer avec l'Ultimaker original, sachant que l'Ultimaker 2, c'est à peu près les mêmes réglages. Donc là, pour l'instant, on va se concentrer sur l'Ultimaker original, mais si vous utilisez l'Ultimaker 2, on va se retrouver à peu près avec les mêmes durées, les mêmes réglages. Si vous voulez absolument utiliser l'Ultimaker 2, par exemple vous imprimez en ABS, ou vous voulez tester sur les deux machines, parce que au cas où ça dépend de celle qui est disponible, vous pouvez toujours rajouter en fait dans le logiciel, je vais vous montrer une autre machine et switcher entre les deux machines sur le logiciel. Donc là on va utiliser l'Ultimaker original. Donc ici vous laissez par défaut. Là, vous skippez l'upgrade, vous skippez les checks parce que tout ça, là, ça c'est si vous avez votre imprimante de connecter, finish, voilà. Donc là, vous arrivez sur Cura. Donc, voilà le logiciel, comment il se présente. En préambule, il faut bien préciser qu'avec Cura, on ne modélise pas, on fait uniquement régler l'imprimante. Donc, si vous voulez faire des modifications sur votre fichier 3D, etc., c'est pas là-dessus que ça se passe. Là, vous arrivez avec votre fichier au format STL et vous le balancez directement dans l'imprimante après. Et le logiciel servira uniquement à paramétrer l'impression pour que ça se passe bien, que ça soit assez rapide, de bonne qualité, etc. Donc là, ici, vous avez le choix entre les différentes machines. Donc vu qu'on a l'Ultimaker 1, l'Ultimaker 2 et que ça dépend de la disponibilité des deux, vous avez peut-être envie de tester sur les deux pour voir le temps que ça va prendre, la différence de réglage, etc. Donc si vous voulez rajouter une machine, vous êtes dans Machine Setting et Add New Machine. Là, vous recommencez la fenêtre de réglage et là, vous choisissez l'Ultimaker 2, puisque moi, j'ai pas l'Ultimaker 2 d'installer. Finish, voilà. Et là, normalement, vous avez, voilà. Ok. Ici, vous avez Ultimaker 2, Ultimaker original. Donc voilà comment ça se présente ici. Vous avez en bleu le volume utile d'impression, c'est-à-dire que tout ce qui dépasse le cube bleu, ça ne pourra pas être imprimé. Le volume d'impression est à peu près de 20 cm par 20 cm. Normalement, vous arrivez avec ce type de configuration, c'est-à-dire que, donc, pour faire rapidement un résumé du logiciel, ici vous allez avoir là, donc là j'ai pas mis de pièce, donc cette option-là est en grisé. Vous allez pouvoir enregistrer sur la carte SD votre fichier G-code qui va être mis dans la machine pour pouvoir imprimer le fichier. Ici, vous choisissez là, donc là c'est l'option Quick Print, c'est-à-dire vous avez des réglages par défaut d'usine qui sont là. Donc vous avez trois réglages: High Quality qui vous permet donc d'imprimer en bonne qualité mais au détriment de la vitesse, Normal Quality, donc qualité normale, vitesse normale, et Fast Low Quality, donc vous allez plus vite mais vous perdez en qualité. Matériel PLA ABS, donc l'Ultimaker 1 fonctionne que avec le PLA, l'Ultimaker 2 peut fonctionner avec les deux types de matériaux, sachant qu'on utilise quasiment que du PLA, l'ABS ensuite, ça dépend des usages. Et print superstructure, on verra ça plus tard. Diamètre ici, vous laissez à 2,85. Donc on va charger une pièce. Pour ça, vous avez votre pièce en STL, vous faites juste un glisser-déposer. Donc là, on va prendre cette pièce-là, que j'ai téléchargée sur Thingiverse. Voilà. Donc première chose à faire, vous avez votre pièce placée sur votre plateau. La première chose à faire, c'est est-ce qu'elle est à la bonne échelle.
Parce qu'il arrive souvent que des gens arrivent avec une pièce, ils sont tout contents, etc. Et puis elle s'affiche en tout petit. On va prendre un exemple, par exemple, avec l'éléphant. Voilà, donc j'ai modélisé un éléphant sur mon logiciel, et là, oh, mais il est minuscule, genre il fait quelques millimètres de hauteur. Donc là, en fait, ça veut dire qu'il y a eu un problème à l'export, et le fichier STL est beaucoup trop petit. Donc ici, vous avez une option Scale qui vous permet d'agrandir ou de diminuer votre objet. Donc là, par exemple, mon éléphant, je veux qu'il fasse... donc il vous donne les dimensions hors tout de l'objet, c'est-à-dire, vous voyez là, une espèce d'arête, c'est le cube en fait, c'est le volume que prend l'objet hors tout. Donc là, par exemple, je dis qu'il faut qu'il fasse, je sais pas moi, 3 cm de hauteur, donc 30 mm. Et donc il s'est agrandi. Et bien sûr, on peut choisir de conserver ou de ne pas conserver les proportions. Donc l'éléphant, c'est pas trop un problème. S'il est tout petit, vous l'agrandissez, voilà, bon, je veux à peu près qu'il fasse 3 cm de hauteur, point barre. Par contre, si vous avez une pièce mécanique, comme ici, il faut quand même que vous puissiez l'exporter directement à la bonne taille. Parce que si ensuite vous vous retrouvez à bricoler avec la taille générale, vous risquez de perdre en précision, et pour une pièce mécanique, c'est un peu ballot. Donc je vous conseille d'abord de voir si votre fichier s'affiche bien à la bonne taille. Et pour savoir si c'est la bonne taille, vous allez dans Scale, vous le sélectionnez, vous allez dans Scale et vous voyez ici les dimensions de l'objet. Deuxième point, là vous voyez que la pièce s'est affichée pas du tout dans la bonne position pour être imprimée correctement. On voit qu'ici, là si on baisse un peu, on voit ici que l'extrémité est dans le vide. Et vous savez bien que l'imprimante fonctionne par superposition de couches, donc elle peut imprimer des pentes, mais elle ne peut pas imprimer dans le vide. Donc il va falloir positionner la pièce pour qu'elle soit correctement imprimable. Pour ça, il y a l'outil de rotation qui vous permet de pallier à ce problème. Donc là par exemple, on va le mettre comme ça. Voilà. Donc là déjà c'est un peu mieux, on peut un peu plus l'imprimer. Donc une fois que vous avez bien positionné votre pièce, qu'elle s'affiche bien dans Cura, quelle est la bonne taille, on va commencer à regarder les réglages d'impression. Donc ici vous avez des réglages par défaut. Donc si vous ne voulez pas vous prendre la tête et voir vite fait le temps que ça va prendre, il y a une imprécision quand même dans l'estimation du logiciel. Moi je dis entre 15 et 20% d'imprécision. Donc là il m'annonce 13 minutes pour une faible qualité mais une impression rapide. Donc à peu près un quart d'heure pour imprimer ça. Si je monte en haute qualité, donc là vous voyez il fait le calcul du trajet de la tête de l'imprimante, 59 minutes. Vous voyez qu'on peut vraiment aller beaucoup plus lentement. Sachant que ma pièce là quand même c'est une sorte de rotule, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la boule là est faite pour aller se clipser là, ici en dessous. Et donc on en imprime plusieurs et on peut faire une sorte de système articulé comme ça. Donc du coup je veux quand même que l'état de surface de ma boule soit correct, que ça soit imprimé, que ça soit assez solide, etc. Donc là je vais mettre en qualité normale. 36 minutes d'impression. Moi je trouve ça un peu long quand même. Donc on va voir un petit peu dans les réglages avancés comment ça se passe. Donc pour passer dans les réglages avancés, donc les machines au Fab Lab sont par défaut sur les réglages avancés. Vous pouvez switcher bien entendu, ici switch to quick print si vous voulez passer en réglage par défaut. Sinon par défaut à la fabrique d'objets libres c'est comme ça. Donc là vous voyez qu'il y a beaucoup plus d'options pour pouvoir régler l'imprimante de manière beaucoup plus fine à la main. Donc vous laissez tomber les 3 derniers onglets, ça ne nous intéresse pas ici. On va se concentrer sur ces catégories-là. Donc dans la catégorie Quality, vous avez un réglage qui est important, c'est Layer 8, c'est-à-dire c'est l'épaisseur entre chaque couche. Vous voyez le plateau descend au fur et à mesure qu'il dépose des couches. Et donc du coup, une épaisseur de 0,1 mm, c'est l'épaisseur on va dire la plus fine qu'on utilise, et au maximum on peut monter à 0,2. Donc bien entendu 0,2, voilà, vous divisez le temps par 2 parce que vous déposez 2 fois moins de couches. Donc entre 0,1 et 0,2, on peut s'amuser à faire du 0,15, mais on ne fait pas du 0,678 par exemple, enfin du 0,178.
En général, on choisit soit 0,1, soit 0,2. Shell Thickness, alors ça c'est l'épaisseur de la coque. Alors pour ça, il faut comprendre un peu comment l'imprimante elle fonctionne. Donc c'est une tête qui se balade et qui dépose des couches de plastique. Et donc, on le voit grâce à l'outil Layers, qu'on verra un peu plus tard, qu'elle fait une couche extérieure à l'objet, pleine, et à l'intérieur, elle fait du remplissage. Là, cette espèce de carreau, là, en fait, c'est un damier. Donc là, il n'y a pas trop de surface, donc le damier, on ne le voit pas trop. Mais on peut dire à l'imprimante de ne pas remplir à 100%. D'ailleurs, remplir à 100%, dans les 3 quarts des cas, ça ne sert à rien. On perd du temps et on use du plastique pour rien. Et donc, du coup, on va faire un remplissage, et à l'intérieur du remplissage, c'est un nid d'abeille, en fait. C'est un quadrillage. Donc là, on voit le quadrillage. Donc, Shell Thickness, c'est la partie rouge, là. La partie rouge et la partie verte. C'est l'épaisseur du contour. Donc par défaut, la 0,8 c'est pas mal. Des fois on peut monter à 1 si on veut un truc par exemple qui soit étanche ou quelque chose comme ça. Ensuite, fill. Enable Retraction, là c'est vous touchez pas, vous le laissez cocher. Top Bottom Thickness, alors ça c'est l'épaisseur de la première couche, enfin l'épaisseur de la base de l'objet et l'épaisseur qui sera la même dans les dernières couches de l'objet. C'est-à-dire que on va remplir à 100% les premières couches. Là, vous voyez, il remplit à 100%. Il y a du jaune de partout. On est à la 6e couche. Et toc, là, on commence à avoir du remplissage qui apparaît. Des sortes de quadrillage, de remplissage qui apparaît. Ça, on le règle ici. C'est-à-dire que là, par exemple, on a une épaisseur de 0,6 mm à la base qui sera remplie à 100%. Donc, vu que les couches font 0,1 mm, c'est normal que ça s'arrête à la 6e couche. Vous voyez que là, déjà à la 11e, on a un début de quadrillage, de remplissage dessus. Donc, ça, 0,6 mm, c'est pas mal de le laisser par défaut. Ensuite, on peut s'amuser à augmenter l'épaisseur de la base ou l'épaisseur du sommet pour faire des vases ou des choses comme ça. Ensuite, fill density, donc ça c'est la densité de l'objet, c'est-à-dire que là, vous voyez qu'on a un quadrillage assez large, donc on remplit à 20%. Si j'augmente à 50%, ça fait le calcul. Vous allez voir que le quadrillage, s'il veut bien me l'afficher, voilà. Vous voyez que le quadrillage est beaucoup plus resserré. Donc on a un remplissage plus important. Bien entendu, ça influe sur la durée d'impression de l'objet. Plus vous remplissez l'objet, plus ça mettra de temps entre chaque couche à remplir l'objet, et donc vous perdez du temps. On utilise en général entre 20 et 25%, parce qu'en fait on s'est rendu compte que 25% par exemple, c'était vachement solide. En fait, il n'y a pas un rapport direct, on ne va pas dire par exemple, remplir à 50%, c'est 2 fois moins solide que remplir à 100%. Ça ne marche pas comme ça en fait. La température, vous la laissez à 220 degrés, c'est pas mal. Ensuite, là, on arrive sur 2 options intéressantes, support type et plateforme adhésion type. Donc là, on ne va pas utiliser support type parce qu'on n'a pas besoin, mais on va utiliser le plateforme adhésion type. Alors, le plateforme adhésion type, c'est quoi ? Ben là, je me rends compte que mon objet, c'est une sorte de quille en fait. Donc c'est un objet qui est fin, qui est droit. Et donc du coup, moi ce que j'ai peur, c'est que pendant l'impression, on va dire quand elle arrivera à peu près à ce niveau, la tête frotte encore quand même, enfin elle a quand même un frottement sur la pièce, et donc ça risque de faire un bras de levier par rapport au plateau, et ça risque de décoller la pièce là. Et donc pendant l'impression, j'ai déjà imprimé cette pièce donc ça m'est déjà arrivé, la pièce est tombée. Et donc du coup, la tête s'est mise à imprimer dans le vide. Donc pour éviter que la pièce tombe, puisque là j'ai peu en fait d'adhésion sur le plateau, vous voyez, j'ai pas beaucoup de surface d'adhésion, on peut rajouter un brim. Alors un brim, qu'est-ce que c'est ? Vous allez voir, ça fait le calcul, voilà. Le brim c'est ça, c'est donc le truc qu'on voit en turquoise ici, c'est-à-dire que la tête va déposer des couches en cercle, elle va faire une sorte de tourbillon autour de l'objet, jusqu'à toucher l'objet, et donc ça va faire
un support pour l'objet de une couche d'épaisseur. Donc ça c'est très intéressant pour faire tenir un objet où il n'y a pas beaucoup de surface de contact au niveau du plateau. Et ça s'enlève facilement. Il y a une deuxième plateforme d'adhésion, c'est le raft, mais le raft on ne l'utilise plus. C'est une vieille technique qui servait surtout à compenser le manque, les niveaux du plateau, que le plateau n'était pas assez plat ou des choses comme ça. Donc maintenant ça on n'utilise plus, on utilise le brim, c'est beaucoup plus propre à enlever et ça tient bien la pièce. On va utiliser un deuxième objet, donc un deuxième objet, on va reprendre notre éléphant voilà, qui est minuscule, donc je vais l'agrandir. Donc là vous voyez, hein, si vous savez un petit peu comment marche l'imprimante, bon ben là ça va imprimer dans le vide, hein, clairement. La trompe ça va imprimer dans le vide. Donc au niveau des pattes, ça posera aucun problème. Vous voyez, jusqu'à peu près ici, ça posera aucun problème. Là il va commencer à imprimer la trompe et vous voyez qu'il imprime ça dans le vide. Donc il faut bien savoir, c'est que le logiciel ne vous avertit pas et ne vous empêche pas d'imprimer si ça imprime dans le vide. Il va vous faire aucun avertissement. Et donc du coup, c'est à vous de voir s'il y a des parties qui vont s'imprimer dans le vide ou pas. C'est pas parce que ici, il y a marqué 33 minutes, il vous dit pas de problème, je peux envoyer l'impression, que ça va s'imprimer correctement. Donc là, on voit que bon, on a un bout de trompe qui va s'imprimer dans le vide. Et là, le ventre, pareil, là, ça va s'imprimer dans le vide ici. Et donc du coup, votre éléphant, il ressemblera pas du tout à un éléphant, il va ressembler à une espèce de bouse de plastique plus qu'un éléphant, quoi. Donc du coup, quand on veut imprimer une pièce comme ça, il va falloir faire appel. On va enlever le brim. Vous voyez là, le brim il est posé ici. On va l'enlever. Et on va mettre un support. Alors le support c'est quoi? En fait, on va le voir directement. Voilà, donc là on voit bien le support qui a été rajouté ici, en turquoise. Et en fait, le logiciel a reconnu les zones qui sont dans le vide et a rajouté du support pour pouvoir imprimer ces zones dans le vide. Et vous voyez que ce support, il est imprimé de manière grossière. C'est fait exprès en fait parce que c'est pour pouvoir facilement l'enlever par la suite. Donc vous imprimez l'éléphant avec le support et ensuite vous l'enlevez à la main. Sachant que le support c'est pas miraculeux et surtout ça va altérer l'état de surface de là où le support touche votre éléphant. C'est-à-dire que le ventre là, vu qu'il va y avoir du support pour le tenir, l'état de surface du ventre à la fin, ça va demander beaucoup de manipulation au cutter, etc. pour bien le lisser par rapport au reste de l'éléphant. Bon, souvent ça tombe bien puisque c'est en dessous, ça se voit moins. Mais, et puis surtout, il faut faire attention que votre support, vous pouvez facilement l'enlever. On a déjà vu des exemples où c'est pareil, un animal à quatre pattes, mais il était tellement ramassé sur lui-même que pour enlever le support, c'était très difficile. Et puis surtout, son ventre était assez complexe, alors du coup, il y avait du support qui se mettait dans les coins, enfin, c'était pas évident. Par exemple, là, ici, par exemple, au niveau des pattes, c'est pas évident. Mais là, ça devrait pouvoir le faire. Donc, par exemple, là, vous rajoutez du support. Donc, vous avez deux options pour le support, un Touching Build Path, donc excusez-moi pour mon accent pourri, ou Everywhere. Donc, utilisez Touching Build Path parce que Everywhere, en fait, ça va rajouter du support. Touching Build Path, en fait, c'est vraiment le support par rapport au plateau. C'est-à-dire uniquement du support qui sera en projection sur le plateau. Si l'autre type de support, c'est vraiment pour des cas particuliers, ou par exemple, imaginez, par exemple, j'en sais rien, on aurait fait une espèce de truc avec un porte-à-faux au-dessus de l'éléphant, il aurait rajouté du support à partir du dos là, jusqu'au sommet, pour faire tenir la pièce en hauteur. Le problème c'est que quand on commence à mettre du support de partout, après pour l'enlever c'est un peu sport, hein, donc il faut faire attention. Ah oui, j'ai oublié la speed and température. Donc speed, c'est la vitesse d'impression. Donc là, 50 mm/s, c'est un peu lent. En général, aux alentours de 100 mm/s. Avec l'Ultimaker 1, ça passe bien, même avec l'Ultimaker 2.
Donc là on est à voilà, 100 mm/s. La température vous la laissez comme elle est, c'est très bien, 220 c'est pas mal. Filament, donc l'épaisseur 2,85, flow 100%, ça aussi pareil, vous y touchez pas, les réglages par défaut sont très bien. Donc là vous avez, excusez-moi, là vous avez, il nous estime à 31 minutes. Bon, vous comptez entre 35 et 40 minutes, quoi. Voilà, pour pas avoir de mauvaises surprises. Donc en gros, en 3 quarts d'heure, un peu moins, vous avez imprimé votre éléphant avec du support. Vous voyez un peu sa taille. Voilà, donc vous savez à peu près combien de temps ça va prendre. Ensuite, on va voir les outils. Alors, il se peut que votre fichier soit, on va dire, entre guillemets, corrompu pour Cura. C'est-à-dire que vous l'avez modélisé un peu vite fait ou vous n'avez pas fait attention, etc. Donc là, déjà, vous l'importez. On a vu, hein, l'éléphant, il était minuscule. Il faisait quelques millimètres d'épaisseur, enfin de hauteur. Et donc là, je l'ai agrandi. Mais je veux vérifier qu'il est correctement modélisé pour pas qu'il y ait de mauvaises surprises. Donc là, en fait, on a des view modes ici. Donc le mode normal, c'est celui dans lequel on est là, donc il affiche l'objet en jaune. Overhang, ça vous montre en fait, si on descend, voilà, en rouge, les surfaces qui sont dans le vide et ce que le logiciel estime qu'il ne pourra pas imprimer parce que c'est dans le vide, ou c'est trop, comment dire, c'est trop perpendiculaire, enfin parallèle par rapport au plateau. Et donc du coup, bah, là, il te dit par exemple la trompe, bon, bah, il va falloir mettre du support, là, il va falloir mettre du support, là, il va falloir mettre du support. D'ailleurs, si on regarde là où il met du support, c'est là où il y a du rouge. Voilà. Même les pattes, il les met en rouge, mais les pattes, elles touchent le sol, donc ça, c'est bon. Donc ça, c'est pratique pour vérifier un petit peu là où ça penche et est-ce qu'on met du support ou pas. Transparent, donc là, on voit un peu l'objet en transparence pour voir s'il n'y a pas en fait des facettes à l'intérieur qui ont été mises, etc. Et il y a un autre système comme ça, c'est X-Ray, voilà, qui vous permet de voir en blanc ici les surfaces extérieures à travers la pièce. Donc à quoi servent ces deux modes? Eh ben, ils sont pratiques si on a créé un objet assez complexe, surtout une pièce composée de plusieurs pièces qui ont été recollées, refusionnées entre elles, etc. On vérifie avec Cura que Cura comprend bien que c'est une seule et même pièce. Et imaginons que l'éléphant, on l'aurait fait en deux parties, c'est-à-dire on l'aurait coupé ici au niveau du ventre. Et ben, on aurait pu se retrouver ici avec une face plane de la taille du ventre, deux faces planes en fait, et il aurait pris ça comme deux objets distincts. Et donc du coup, il aurait essayé d'imprimer ça comme si c'était deux objets distincts. Et donc on aurait une énorme faiblesse au niveau de l'objet ici. Donc il ne faut pas qu'il y ait de facettes à l'intérieur ou de trous dans la modélisation, parce que lui, il aura du mal à le recombler. Donc il faut bien vérifier l'intégrité de son fichier avant d'imprimer. Ça, c'est important. Et la vérification ultime, c'est Layers. Donc là où vous voyez vraiment le trajet de la tête et vraiment ce qu'elle va faire. Donc ici, on voit qu'il nous affiche une règle. Donc là, il estime qu'il faut 244 couches pour faire l'éléphant. Et vous vous baladez sur les couches. Donc là, vous voyez très bien, première couche, et vous montez comme ça. Et là, on voit qu'il n'y a aucun problème. Donc là, bien sûr, j'ai pas mis la plateforme d'adhésion, donc du coup, il ne l'affiche pas. Mais imaginons qu'elle y soit. Là, on voit très bien le remplissage à 20%. Donc il fait des carreaux comme ça. Voilà, nickel, pas de problème. Il n'y a pas eu de... Parce qu'il y a des fois, ça se voit pas, mais des fois, par exemple, on regarde comme ça, vite fait. Puis d'un coup, on voit qu'il commence à imprimer un truc dans le vide à côté là. Parce que, je sais pas, il a détecté quelque chose ou le fichier est mal fait. Donc du coup, il se met à imprimer un truc dans le vide à côté là. Donc ça, c'est... Layers, c'est très bien pour vérifier ce genre de choses. Imaginez par exemple que le rouge ici, qui est censé être à l'extérieur de l'objet, on se retrouve avec un trait rouge au centre. Ça veut dire qu'il a détecté là, ici, une face à l'intérieur de l'objet. Et donc il va imprimer une bordure à l'intérieur de l'objet. Donc ça va ralentir l'impression. Et en plus, ça va vous rajouter une faiblesse dans le fichier, dans l'objet final. Donc ça, il faut bien checker l'intégrité du fichier. Une fois que votre fichier est correctement paramétré, etc., vous pouvez utiliser donc ici
Si l'imprimante est connectée, vous allez voir, il y a marqué Direct Print ou quelque chose comme ça. Mais nous, on utilise des cartes SD. Comme ça, du coup, vous pouvez par exemple venir avec votre ordinateur, avec votre propre Cura installé, faire vos propres réglages et les enregistrer. Et ensuite, vous mettez la carte SD de l'imprimante dans votre ordinateur et vous enregistrez via cet onglet. Voilà, donc ça peut être pratique. Comme ça, vous pouvez avoir préparé tous vos fichiers. Là, par exemple, je peux l'enregistrer. Bon, j'ai pas mis de carte SD, donc je peux l'enregistrer sur le bureau et ça va enregistrer en G-code. Bon. Donc voilà, une dernière petite remarque. Donc, on rêve tous de pouvoir imprimer une pièce d'une telle complexité d'un seul coup, que ça marche nickel, parfaitement. Il ne faut pas se faire d'illusions, hein. On peut faire pas mal de choses avec les imprimantes, mais ce genre de choses, c'est quand même extrêmement complexe. Donc, là déjà, vous avez du porte-à-faux dans tous les sens. Vous avez énormément, là par exemple ici on a une boule en dessous, on a le réacteur, il est plein de détails, etc. Ça va être extrêmement compliqué à imprimer. Si vous mettez du support de partout, ça va être impossible à enlever. Donc ça, vous oubliez, c'est beaucoup trop complexe en fait pour être imprimé à l'imprimante. La tourelle au-dessus, là, elle est dans le vide, ça va pas pouvoir s'imprimer aussi. Bref, c'est vraiment complexe. Je ferai bientôt un tutoriel sur l'impression des pièces complexes et comment optimiser le support pour pouvoir imprimer des pièces plus complexes. Parce qu'en fait, on se retrouve face au problème que si on met du support classique, c'est-à-dire une espèce de truc imprimé grossièrement dessous, il s'immisce de partout et il est très difficile à enlever. Et souvent, on casse la pièce ou alors on a un état de surface dégueulasse, donc c'est pas du tout pratique. Et donc du coup, il existe des logiciels pour créer du support beaucoup plus fin et beaucoup mieux optimisé que ce que Cura propose. Donc on va faire un petit tutoriel là-dessus, mais par contre, je pense pas qu'on pourra imprimer des pièces d'une telle complexité, hein. Ça sera des pièces un peu plus complexes, des animaux, des choses comme ça, mais bon là, ça c'est vraiment beaucoup trop détaillé. Ça aura du mal à ressortir à l'impression. Voilà, c'est tout, j'espère vous avoir éclairé un petit peu sur comment fonctionne Cura. Et puis si vous avez des questions, vous pouvez toujours venir pendant les temps libres à la Fabrique d'Objets Libres, c'est fait pour ça. Il y a aussi sur le wiki des tutoriels sur l'Ultimaker et peut-être qu'on rajoutera dans le futur des réglages, etc. Le logiciel Cura est susceptible de changer, s'il y a régulièrement des mises à jour. S'il n'est pas exactement comme celui que je vous ai proposé là, on retrouvera à peu près les mêmes fonctions. Donc je vous ai expliqué les fonctions de base. Et vu qu'il se met à jour, on peut espérer l'arrivée de supports, par exemple, mieux optimisés, etc. Voilà, allez, à la prochaine.